Merci. Donc, reprise de la réunion publique du Conseil. 5. Audition des contribuables ou délégations sans objet. 6. Adoption des procès-verbaux. 6.1. Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil du 16 décembre 2021. Donc, je vais lire la proposition que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion mensuelle du Conseil du 16 décembre 2020 sous la forme présentée. Un proposeur. Conseillère Godbout. Appuyeur. Appuyeur. Conseillère Thibodeau. Monsieur le directeur. Merci. Juste un commentaire, je l'amène à la page 27 de votre trousse aux affaires courantes dans le 4.4.1.1. On parle justement de la formation intensive sur les droits de la personne. Comme j'indiquais aujourd'hui, nous étions en conférence les responsables des différentes filiales, des directions et des surintendances avec le sous-ministre Case. Donc, cette même formation qui est offerte par Osgood va être offerte au cadre des différents conseils. Et je voulais juste partager avec nos conseillères élèves que les employés de M. Case ont passé beaucoup de temps à parler de l'implication des élèves conseillers, des élèves conseillères et des vidéos qui avaient été produites, des témoignages des gens qui étaient là en personne. Et ils étaient fort impressionnés, notamment du travail qui avait été fait par le RECFO pour le montage des vidéos. Donc, je tenais à le mentionner en grand groupe ici ce soir. Félicitations pour votre leadership dans ce dossier-là. Je suis certain que c'est grâce à vous qu'ils ont eu la qualité qu'ils recherchaient. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions. Donc, je demande le vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre cette motion? Je ne vois pas, donc la motion est adoptée. Donc, 7. Affaires découlant des réunions ordinaires du Conseil sans objet. 8. Affaires différées sans objet. 9. Recommandations des comités. 9.1. Rapport de la séance à huis clos du Conseil du 27 janvier 2021. Je vais lire la motion. Que le Conseil approuve les résolutions adoptées à huis clos du Conseil du 27 janvier 2021. Un proposeur. Conseiller Papillon. Un appuyeur. Conseiller Brideau. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions, donc je demande le vote. Est-ce qu'il y aura quelqu'un contre cette motion? Donc, c'est adopté. 9.2, rapport des réunions publiques des comités du Conseil. 9.2.1, réunion du comité de travail du 13 janvier 2021, sans objet. 9.2.2, réunion du comité de participation des parents du 19 janvier 2021, sans objet. 10. Étude des rapports des membres de l'administration. 10.1. Rapport CDA 0201-2021, comité d'admission. Monsieur le directeur. Merci. On vous amène à la page 38 de la trousse et je cède la parole à la surintendance Iskander. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas eu plusieurs comités d'admission, mais on est en pleine campagne de recrutement en ce moment pour les inscriptions pour la prochaine année scolaire. Mais si vous avez des questions, il me fera plaisir de vous répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? J'ai vu conseillère Thibodeau, après ça, conseiller Jensen. Est-ce que vous avez deux adresses courriel pour le conseil, une en français et une en anglais, selon le public auquel vous vous adressez? Michael?
C'est dans le cadre de la campagne de recrutement. Oui, il y a 2 différentes adresses en fonction de la publicité. Ça, c'est au niveau de la publicité, mais tout dirige toujours vers notre boîte commentaires et donc on donne suite. Ce dont vous parlez, c'est justement le site, la page qui a été créée, qu'on appelle la page d'atterrissage, dans laquelle le parent préinscrit signale sa présence souhaitée à la visite virtuelle. Donc, c'est une façon de capter l'information pour ensuite pouvoir lui transmettre le lien vers la visite virtuelle de l'école de son choix et pour ensuite également lui faire un rappel le jour même ou au cours de tout ça. Et si la personne ne se présente pas, bon, bien là, on les aurait quand même identifiés et on va les engager pour possiblement les amener à l'école à un autre moment. Mais oui, vous avez raison, il y a 2 adresses. Ce ne sont pas des adresses, ce sont des liens qui vous amènent vers le formulaire. D'accord? Ce ne sont pas nos adresses du conseil. OK, merci. Oui, parce que la première que j'ai vue, c'était une adresse, un lien en anglais. Les gens qui me connaissent ont certainement peuvent s'imaginer ma réaction, mais pas longtemps après, j'en ai vu une en français, donc j'étais bien heureuse. Oui. Merci. Conseiller Jansen. C'est plutôt une question pas au sujet du tableau, mais pour me rafraîchir la mémoire pour les comités d'admission. Quand il s'agit d'une personne qui est en phase de déménagement de l'étranger, par exemple de la France ou de la Suisse, de la Belgique au Canada, et qui demande s'ils peuvent s'inscrire à nos écoles, est-ce qu'ils doivent passer automatiquement par un comité d'admission ou bien est-ce qu'ils sont disqualifiés sur le fait qu'ils ne sont peut-être pas citoyens, qu'ils ne sont peut-être pas catholiques, etc.? Bien, juste un rappel que l'éducation de langue française ici, c'est pour les citoyens canadiens. Donc, s'il y a des parents ou des familles qui arrivent de la France, ils sont des résidents permanents, on fait un comité d'admission accéléré. Et le comité d'admission se base sur la langue en premier. C'est pour cela qu'on fait le comité d'admission. La catholicité, c'est l'autre aspect pour l'inscription, mais il n'est pas inclus dans le comité d'admission. Donc, ça voudrait dire que des non-catholiques pourraient s'inscrire de cette façon accélérée-là? Dans les écoles secondaires, parce que c'est libre. Pas secondaire, primaire. Dans les écoles élémentaires, on vérifie d'abord si l'aspect de la catholicité est présent ou si c'est dans une dénomination religieuse qui est reconnue d'après notre directive administrative avant de passer au comité d'admission. Parce qu'on ne passera pas au comité d'admission si on ne pourra pas inscrire l'enfant dans une école élémentaire. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de questions, donc pas de motion. Donc, on continue. Merci. 10.2, rapport DIR 0301-2021, ligne de conduite CSL 3.1, élection des élèves conseillers. Je vais lire la motion. Que le conseil approuve la ligne de conduite CSL 3.1, élection des élèves conseillers selon le rapport DIR 0301-2021, intitulé ligne de conduite CSL 3.1, élection des élèves conseillers. Un proposeur, conseillère Dufour-Seguin. Un appuyeur, conseillère Grenier. Monsieur le directeur. Merci. On vous amène à la page 42 de la trousse. Vous vous souviendrez qu'exceptionnellement, vous avez demandé des modifications et que nous avons décidé de venir directement à la réunion du conseil ce soir au lieu de retourner au comité de travail, étant donné que les échéanciers sont serrés
au niveau des élections des conseillères et des conseillers élèves. Donc, au niveau du rapport à la page 42, on vous rappelle que vous aviez demandé certaines modifications à la ligne de conduite suite aux discussions qui avaient eu lieu ce soir-là. On avait particulièrement parlé d'un mandat d'une année renouvelable, d'une année et renouvelable pour les conseillers élèves. Et puis, on avait également parlé là, de l'importance d'une période de transition et de mentorat. Et donc, les modifications demandées débutent à la ligne de conduite à la page 43. J'attire votre attention notamment à la section 1, le troisième boulet où on parle de l'importance d'étudier au cycle supérieur. Vous vous souviendrez qu'on avait eu des débats. Est-ce que des élèves de 9e année peuvent postuler? Est-ce que c'est 10e année? Le règlement est très clair. Il faut que ce soit des élèves qui étudient au cycle supérieur. Donc, l'élève, pendant son mandat, doit être en 11e ou en 12e année, ce qui veut dire automatiquement que les élèves de la 9e année sont exclus du processus. Un petit peu plus loin, on fait référence à un mandat d'1 an, étant donné la décision d'aller vers un mandat renouvelable. On a enlevé toute mention d'1 an. On a enlevé également le dernier boulet de la section 1. On parle de présence dans les écoles pour le centre de vidéoconférence. Ce n'est plus pertinent, cette technologie-là. Parce que, comme vous savez, on peut se servir de Teams, on peut se servir de Zoom, etc. Et de fait, le centre de vidéoconférence qui était géré par Franco-Nord va cesser d'exister sous peu, puisque les gens ne s'en servent plus. Au numéro 2, vous retrouvez les éléments sur la durée du mandat. Donc ici, on spécifie dans le nouveau règlement la possibilité d'un mandat de 1 an renouvelable au choix de l'élève conseiller. Et à la toute fin, on dit que le nombre de postes à combler annuellement va dépendre du renouvellement ou du souhait de renouvellement des mandats par les conseillers élèves. Il se pourrait fort bien qu'on se retrouve à la fin d'une première année et ni un ni l'autre des conseillers élèves veuille renouveler son mandat. Dans ce cas-là, ce serait deux postes à renouveler. À la section 3, on adresse pour la première fois dans notre ligne de conduite un renouvellement potentiel. Ce serait obligatoire qu'un élève qui veuille se présenter à nouveau signale son intention et passe par les mêmes critères ou les mêmes attentes qu'un élève qui se présente pour la première fois. Donc, l'élève aura besoin, évidemment, de l'autorisation de ses parents, si l'élève a 18 ans et moins. Vous vous souviendrez qu'on a eu dans le passé des élèves qui auraient voulu se présenter une deuxième fois et les parents ont dit « Non, ça ne fonctionne pas, il manque trop d'école, ses notes ne sont pas assez bonnes, il doit mettre le focus sur ses études. » Donc, autorisation du parent. Lettre de la direction de l'école, encore ici, c'est une attestation de la direction d'école que la personne est en mesure de maintenir un horaire régulier, maintenir sa présence à l'école, maintenir des notes malgré les responsabilités rattachées à son poste. Et on parle aussi d'une approbation, là, le feu vert de la présidence du conseil, qui pourrait avoir certaines préoccupations qui auraient été discutées évidemment avec les autres conseillers scolaires. Et on demande à ce que les conseillers élèves qui veulent renouveler leur mandat le fassent par écrit au plus tard le 31. Au niveau de la période de transition, on parle de cet élément à la section 4. On parle de la période de transition ainsi que les tâches à effectuer pendant ce terme d'accompagnement. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend au niveau du conseil de nos conseillères et conseillers élèves qui sont en deuxième année auprès de leurs confrères ou consoeurs qui arriveraient nouvellement en poste. Et je pense qu'aux sections 5, 6, 7, 8, c'est plutôt un nettoyage de la ligne de conduite en fonction de la nouvelle réalité. Et au numéro 9, on traite de vacances. Donc, que ce soit un poste de première année ou que ce soit un poste qu'un conseiller ou une conseillère élève
désire renouveler, ça serait quand même le comité interscolaire qui est formé de présidence ou de membres désignés qui serait le comité là, qui serait chargé d'une élection si jamais à la fin d'une année, d'un mandat de 1 an, on se retrouvait dans une situation où on avait 2 nouveaux conseillers scolaires qui voulaient renouveler leur mandat. Évidemment, on pourrait juste en retenir un parce que l'autre doit servir de mentor et donc ça passerait à une élection en bonne et due forme comme on le ferait pour quelqu'un de première année. Donc, on pense, et Sophia et Annelle ont fait un beau travail dans ce document-là également avec l'appui de la conseillère Godbout. On pense, on espère avoir capté toutes les idées qui avaient été partagées lors de notre session au comité de travail. Et donc, si vous avez des questions, il nous fera plaisir d'y répondre. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que les élèves voulaient ajouter des commentaires? Ça va? Donc, je vous remercie encore une fois pour votre dévouement. On a bien compris. Un des défis avec les élèves cette année, ils ont manqué cette transition, ils ont manqué la formation en mai qu'on fait avec tous les élèves à travers la province. Il y a toujours des ateliers à l'AGA, la conférence de la FOSCSC. Ils ont manqué cette opportunité, ils ont manqué cette chance de rencontrer les autres élèves à travers les provinces. Mais il y a une chose que la FOSCSC continue à travailler, c'est le Sénat des élèves avec RECFO. Donc, vous auriez votre input pour ce processus qui va commencer l'année prochaine. Donc, je vous remercie pour votre engagement. Encore une fois, les 2 élèves conseillers scolaires et Mme Godbout. Donc, sur le document, est-ce qu'il y avait des questions? Formidable, c'est bien. Oh, conseiller Jensen. Oui, je me demande si pour le poste renouvelable, ça veut dire que l'élection a lieu cette année et est-ce que l'élève conseiller doit se représenter l'année d'après s'il veut continuer une 2e année ou bien est-ce qu'il reste automatiquement par défaut s'il décide de rester? S'il décide de rester. C'est bien, M. Blais? Il peut signaler son intention de vouloir rester une 2e année et ensuite il y a tout le processus avec les autorisations parents, direction, présidence de conseil. S'il est seul à démontrer son intérêt, il serait automatiquement retenu. Si par hasard, dans une année où on avait 2 personnes qui commençaient leur mandat et les 2 voulaient renouveler, à ce moment-là, les 2 devraient demander à leurs parents l'autorisation. Les 2 demanderont à leur direction l'autorisation. Les 2 demanderont à la présidence l'autorisation. Et ensuite, ça va passer au comité interscolaire où les élèves dans les écoles choisiront le meilleur candidat ou le meilleur représentant. Non, je pense que c'est renouvelable. C'est renouvelable. Si quelqu'un est en poste, il veut avoir le poste pendant 2 ans, le poste lui est dû. Et ça ne passera pas. Il n'y aura pas nécessairement, il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir un chevauchement. Alors, ça va se renouveler, peu importe, après qu'ils ont toutes les lettres et tout, mais ça va se renouveler, peu importe s'ils ont fait une première année de mandat. La situation que je décrivais, conseiller Jensen, c'est au cas où on avait 2 conseillers d'une première année qui voulaient renouveler. Ça passerait à une élection. Mais notre intention, c'était toujours d'avoir un chevauchement. Dans le cas où il y en a juste un, il y a quand même des approbations, mais il n'y a pas d'élection. Ça va? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Conseillère Thibodeau? Oui, je me demandais pourquoi on a enlevé dans le critère d'éligibilité avoir la ferme intention d'être là pour 1 an. Pourquoi est-ce qu'on l'a enlevé? On s'attend toujours à ce que l'élève soit dans notre conseil pour au moins 1 an.
On s'attend effectivement à ce que la personne puisse compléter au moins 1 an, mais parce qu'on parlait de la possibilité d'un renouvellement, la question d'1 an était moins pertinente là, au moment de revoir le... Oui, mais si on l'enlève complètement, pourquoi l'enlever complètement? Parce que le On but veut toujours que l'élève soit là pour 1 an dans notre conseil. 2 ans. Est-ce que je peux juste ajouter? Oui. Est-ce que je Oui. peux faire un commentaire? C'est que dans la première phrase du critère d'éligibilité, on a ajouté à tout moment durant son mandat. Alors, ça devient redondant de l'avoir également dans le terme, dans le bullet. Le boulet. Oui. Ah, OK. Le boulet. Donc, la OK. première phrase, si je comprends bien, l'intention était avec la première phrase, on vient remplacer la question du mandat d'un an. OK, c'est beau. Ouais, c'est beau. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne vois pas de questions. Donc, oups, pour ma page. Donc, je demande le vote. Est-ce qu'il y aura quelques personnes contre la motion? Contre. Je ne vois pas. Donc, c'est adopté. Merci. Affaires courantes, 11.1, la FO CSC, donc 11.1.1 pour le congrès de la FO CSC 2021. Comme j'ai déjà mentionné, donc le congrès est annulé pour cette année et repoussé pour l'année prochaine, bien sûr. Il y aura seulement l'AGA le samedi matin 15 mai 2021. Donc, Madame Chantal va mettre à jour nos calendriers pour cette année. Donc, on suivra le même format qu'on avait fait l'année passée. Le tout sera fait par Zoom ou Teams. Donc, il y aura plus de renseignements envoyés par la FOCSC en mars. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vois pas de questions, donc on continue. 12, présentation sans objet. 13, compte rendu mensuel des membres du conseil. Donc, je vais trouver mon rapport. En tant que présidente, pendant le mois de janvier, nos rencontres avec le ministre Lecce chaque lundi ont recommencé. Et les points principaux ont été toujours les annonces de fermeture des écoles, les rapports de Dr. Williams pendant les rencontres. Ça a été mentionné aussi les défis avec accès aux technologies, broadband. On continue à parler des 2 modes d'enseignement et les défis rencontrés par les conseils. Il y a de nouvelles unités mobiles de dépistage qui se rendront dans les écoles pour aider au dépistage je vais laisser à M. Blais ajouter à ça peut-être, mais ça a été noté chaque semaine des plaintes par les présidences des conseils parce que les dernières couples de semaines, il y a eu les conférences de presse partager des renseignements de les conseils avant que les conseils ont reçu les renseignements qui mettent des grands défis pour les conseils scolaires et capables de préparer des communiqués, des lettres pour nos parents. Donc, la dernière rencontre, le message était très, très clair. On essaie d'avoir les renseignements avant que Ford et Lecce et autres, Mme Elliott, continuent à voir les renseignements qui sortent dans les médias sociaux. Donc, en ce qui traite les unités mobiles, M. Blais, est-ce que vous avez plus de renseignements? Si vous patientez un tout petit peu quand on va arriver à questions diverses, Michael va nous donner une mise à jour de tout ce qui est nouveauté COVID. Excellent, et merci. elle pourra parler de ce qui est proposé là, au niveau du testing. Merci beaucoup. Le 20 janvier, M. Blais et moi ont rencontré, il y avait la réunion annuelle du conseil épiscopal avec les présidences et directeurs de l'éducation des conseils scolaires catholiques de district de l'archidiocèse de Toronto.
C'est environ les 5 conseils qui se rencontrent chaque année. Les points de discussion ont porté sur les sacrements avec restrictions pandémiques, les divers guides de ressources pour l'école, pour l'éducation catholique et la semaine de l'éducation en mai. Le 25 janvier 2021, j'ai participé à une dernière rencontre avec l'Autorité de conservation de Toronto et de la région. C'est un groupe de travail sur l'éducation en plein air, a pour mandat d'étudier, d'élaborer et de recommander des orientations stratégiques futures en matière de sciences naturelles, de conservation et d'apprentissage environnemental en dehors des salles de classe dans la région de Toronto. Nous avons plusieurs écoles qui utilisent ce genre de terrain. Je tiens à remercier l'administration qui a répondu les diverses enquêtes ou fourni les informations nécessaires pour soutenir ce groupe de travail. Nous allons recevoir un rapport final qui présente la déclaration de vision et les recommandations stratégiques du groupe de travail pour l'éducation en plein air. Et en tant que conseillère scolaire, le CA du Centre géologique s'est réuni encore pour élaborer son plan stratégique annuel qui inclut le CA, le personnel, et les consultations vont continuer à poursuivre avec nos divers partenaires afin d'élaborer un plan novateur qui permettra d'améliorer les excellents services offerts à nos élèves à l'école provinciale et dans les 12 conseils. Le 16 janvier 2021, j'ai aussi participé à la formation, comme plusieurs d'autres autour de la table. Le 25 janvier, j'ai participé avec l'événement du Club canadien avec Kelly Burke, qui a présenté son rapport annuel qui a été déposé en décembre 2020. Donc, Mme Burke a présenté son rapport dans 20 minutes, mais elle a gardé 30 minutes pour répondre à des questions. Donc, je lui ai partagé nos défis avec les bureaux de santé, dans diverses régions et les membres de services en français. On apprécie l'excellent service qu'ils nous offrent, mais c'était une promesse que le ministre Lecce avait faite pendant une de nos rencontres d'assurer qu'il y a les services nécessaires en français. Je sais que les 12 conseils à travers la province, ils ont travaillé fort pour avoir tous les documents nécessaires, des templates pour les bureaux et ajouter notre conseil sur leur site web régional qui, on avait vu plusieurs régions n'avaient pas les conseils francophones dans leur site web, dans la section avec COVID-19. Donc, j'ai partagé ce défi avec elle et elle fera un suivi. Cette semaine, c'était aussi les portes ouvertes virtuelles. Donc, Mme Michael, j'ai eu la chance de participer à 3 portes ouvertes à Niagara Falls puis à Sainte-Catherine. C'était un format très intéressant. Les jeunes puis les parents anglophones étaient très impliqués pendant les soirées. Donc, et Franklin était avec moi à Sainte-Catherine. Donc, je félicite toute l'équipe qui ont préparé la porte ouverte. Il ne reste, je pense, j'en ai 3 autres la semaine prochaine. Donc, je vous encourage de trouver le lien puis les renseignements sur le site web. Et la dernière chose, c'est demain, il y a un town hall avec le ministre Mulroney que je vais participer. Donc, on est en train de préparer une bonne question avec M. Blair. Donc, est-ce qu'il y avait des conseillers scolaires qui aimeraient partager les points? Conseiller Brideau. Bien, comme vous savez tous, on est dans la période de pandémie. Alors, on est à la maison. Alors, moi et mon épouse, on a décidé d'écouter Ciel et Lumière à chaque jour. Mm-hmm. Il y a le chapelet, en fait, à 10h30 le matin, directement de Lourdes. Alors, je m'ai dit, bien, au lieu de travailler dans mon bureau,
je vais suivre mon épouse. Et puis, il y a une journée en particulier que l'Internet ou le satellite, quelque chose est arrivé, puis boum, on a perdu le chapelet de Lourdes là, instantané, pour à peu près 30 secondes. Tout d'un coup, hop, ça continue, mais là, c'était les élèves de Monseigneur Chabonnel qui ont pris la relève, comme si rien n'est arrivé. Je suppose que c'est préenregistré, mais ce n'est pas ça le but. C'est que nos élèves nous font honneur dans cette situation-là. Et puis, mon épouse était émerveillée. Elle dit, « Hey, c'est-tu ton conseil, ça? » Ben oui, Monseigneur Chabonnel, c'est nous. Et puis, je suis convaincu, moi, que si on continue à prier, parce que c'est ce que la Vierge Marie nous demande, la pandémie va disparaître plus vite que Trump l'a mentionné. Merci, Mme la Présidente. Et merci. Merci, M. Brideau. J'avais conseiller Jansen. Oui, merci, Madame la Présidente. Je dois retrouver le petit courriel que j'ai reçu. Mais le 13 janvier, j'ai reçu un courriel de la part du bureau plutôt de la députée, une de mes députées dans mon territoire, dans ma région, de Burlington North, qui était au fait un communiqué officiel de la province de l'Ontario qui m'a envoyé à moi directement sans l'envoyer d'abord à l'administration. Alors, j'en ai fait note et puis je l'ai transféré et tout. Donc, c'était pour annoncer que le gouvernement de l'Ontario investit dans l'agrandissement d'une école pour les familles d'Oakville. La province approuve l'agrandissement de l'école intermédiaire et secondaire catholique Sainte-Trinité. Bon, on le savait déjà, mais c'est la question que j'ai à l'administration. Et est-ce que c'est une nouvelle façon que le ministère va maintenant adopter quand ils auront des nouvelles, plutôt que de l'envoyer directement aux médias, qu'ils l'envoient seulement à la région? Parce que le député a affiché ça sur les médias anglais de la région. Donc, j'ai été voir et ça a été distribué. Je suppose que certains de nos parents l'ont lu avant d'avoir reçu le communiqué du directeur. Alors, est-ce que c'est une nouvelle façon de faire les choses? Bonne question. Je pense que ça revient à l'intervention de Madame la Présidente tantôt et des frustrations que les présidences de conseil ont partagées avec le ministre de l'Éducation depuis plusieurs mois, que les conseils scolaires devraient être les premiers à apprendre lorsque des nouvelles vont être publiées pour que justement ils aient la chance de préparer des réponses, de préparer des messages clés, de préparer leur publication. Ça semble être malheureusement la façon de faire, de passer dans les bureaux municipaux, de passer, pas dans les bureaux municipaux, mais dans les bureaux locaux des membres du Parlement et en conférence de presse pour faire passer les nouvelles du jour avant que la nouvelle se rende chez nous. C'est certain qu'au niveau des fonctionnaires, au niveau de notre sous-ministre adjoint, au niveau de la sous-ministre Naylor, ce sont des messages que nous répétons constamment et comme Mme la Présidente l'a dit, c'est un message qui est constamment martelé par l'ensemble des présidences à chaque fois qu'ils ont l'oreille du ministre de l'Éducation. Mais c'est la façon de faire, il semblerait. Mm-hmm. Puis je peux ajouter, M. Jensen, que c'était la même chose qui est arrivée avec les annonces d'une école avec Centre-Est à Ottawa. Donc, ils ont appris à travers les médias sociaux. Simplement pour finir ma présentation, est-ce que mes collègues seraient intéressés à voir ce communiqué? Parce que normalement, tous les communiqués qui viennent du ministère, on le met dans la trousse de la réunion. Je crois que personne ne l'a vu à part le DG, la présidente et Mme Joly. Alors, okay, merci. Si ça les intéresse, il faudrait le faire suivre. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres conseillers scolaires, conseillères scolaires? Je ne vois pas, donc je passe la parole aux élèves. Annelle ou Sophia? Annelle. Merci. Donc, ce mois-ci, avec le confinement, plusieurs conseils des étudiants ont trouvé ça dur d'organiser des activités.
malgré cela, plusieurs en ont quand même organisé, surtout à travers les médias sociaux, pour tenter de connecter avec les élèves, puis les impliquer, donner un peu plus de sens de communauté, malgré le fait que nous sommes séparés. Puis également, ils sont en train d'organiser pour le mois de février, comme on le sait, c'est le mois de l'histoire des Noirs, un mois important partout, puis spécialement dans notre conseil. Puis oui, je passe la parole à Sophia. Oui, donc la communauté de Monseigneur de Charbonnel, les élèves ont fait un drive-by tribute pour un ancien finissant qui est récemment décédé. Donc c'était organisé par ses parents et puis on est allé. Et aussi, moi et Annelle ont pu participer aux formations le 16 janvier. Et oui, c'est tout. Okay, merci. Oui, Sophia était avec moi pendant les études de cas. Merci. Donc, il n'y a plus de questions, commentaires? Non, je ne vois pas, donc on va continuer. 14, avis de motion sans objet. 15, correspondance. Alors, dans votre trousse, vous avez les notes de service datées du 12 janvier 2021. Acheminées par le ministre de l'Éducation. Est-ce qu'il y avait des questions? Un commentaire, si vous permettez. Commentaire, oui, monsieur. J'ai fait le commentaire la semaine dernière, mais pas la semaine dernière, lors du comité de travail, mais ce document n'était pas dans la trousse. C'était en lien avec ce communiqué et les ressources qu'on nous avait partagées de Mount Sinai, qui étaient des ressources complètement en anglais avec des sous-titres en français. Oui. Donc, nous avons répété au ministère de l'Éducation que s'ils produisent des ressources qu'ils trouvent de bonne qualité et nécessaires à partager dans le système, que comme francophones, on s'attend à ce qu'ils nous produisent l'équivalent. C'est un message que nous avons répété au sous-ministre hier et au sous-ministre adjoint hier et il était en accord avec nous. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Je ne vois pas, donc on continue. 16, motion de recevoir. Je vais lire la motion que le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement. Rapport verbal d'activité de la FOCEC, rapport CDA 0201-2021, comité d'admission aux écoles de langue française, compte-rendu mensuel des membres du Conseil et correspondance. Donc, d'habitude, c'est le proposeur selon 2 élèves, proposé par Sophia et appuyé par Annelle. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, donc est-ce qu'il y a quelqu'un contre cette motion? Je ne vois pas, donc c'est adopté. 17, questions diverses. 17.1 COVID-19, mise à jour. Monsieur le directeur. Merci. À ce moment-ci, on va céder la parole à notre lead COVID, Madame Joly. Bonsoir. Je vais... Voilà. OK, je suis revenue. Bonsoir. Alors, je vais vous donner un aperçu des éléments qui se discutent. André Blais ajoutera certainement du point de vue de la perspective des directions de l'éducation et des relations plus avec le ministère. Je vais retourner en arrière à mon dernier rapport qui était en décembre, avant qu'on se quitte pour la période des fêtes. C'était un temps très occupé du point de vue de la COVID. Je dois dire les 2 dernières semaines avant la fermeture des écoles le 18. Décembre a été une période très chargée avec un taux de maladie assez élevé. Notre équipe ne cessait que de produire des avis dans les communautés. Alors, certainement, ce que nous avons entendu dans les médias ou vous auriez vu dans les médias par rapport aux tendances qui se dessinaient avant la fermeture des écoles était nettement senti tout aussi également dans notre conseil. Nous n'avons pas eu à fermer d'école. C'est vraiment
chapeau à nos directions d'école et à nos équipes sur le terrain pour les mesures mises en place, même s'il y avait plusieurs classes qui étaient en isolement dans une école. Les bureaux de santé publique n'émettaient pas de recommandations de fermeture d'école. Alors, elles avaient confiance que les mesures étaient suffisantes pour que les élèves et les membres du personnel toujours présents étaient en sécurité. Autrement, pendant la période des fêtes, on a pu assurer nos relations avec les bureaux de santé publique. On a eu une personne qui s'est jointe à nous, Madame Dutrisac, que certains d'entre vous connaissez, qui a assuré une relève et qui nous a donné un peu de répit au niveau des directions d'école. Elle a assumé le dossier, mais toutes les relations se sont entretenues pour les 2 semaines de fermeture de la période de Noël. Les premiers cas ont été où justement il y a eu à aviser des parents jusqu'à la veille de Noël, etc., qu'il y avait des cas et de recommander un isolement à des classes. Mais avec le temps qui passait, vu que le contact était limité, c'était plutôt de suivre le retour possible, date de retour possible d'élèves ou de membres du personnel. Là-dedans, pendant cette période-là, juste avant Noël, on a appris que justement les écoles allaient rester fermées. Nos relations avec les bureaux de santé publique se poursuivent. La relation, elle est différente. Les parents nous appellent pour informer que leur enfant est malade ou un membre du personnel nous informe qu'il est malade. Nous en tenons note, mais nous n'avons pas besoin d'émettre d'avis à la communauté. Il n'y a pas eu de contact au sein de l'école. Ceci dit, il y a des écoles qui accueillent des élèves en ce moment. Les élèves à grands besoins sont présents dans les écoles. Il y a des membres du personnel présents dans les écoles. Alors, nous continuons de faire le monitorage des cas. Je peux vous dire qu'à ce jour, depuis, il n'y a pas eu d'enfants, d'élèves malades et il n'y a pas eu de membres du personnel malade. Le ministère est très soucieux de voir s'il y a eu une transmission qui se poursuit au sein des installations scolaires. Nous sommes tenus d'en faire le rapport. S'il y avait eu une transmission, ce seraient les mêmes séquences de communication qu'il faudrait faire. Mais les pratiques dans les écoles ont eu du succès jusqu'à présent. La semaine dernière, bonne nouvelle, le ministère de l'Éducation a annoncé que certaines régions pouvaient rouvrir. Alors, le 25 janvier, notre belle école Monseigneur Jameau a accueilli les élèves et les membres du personnel en présentiel. C'était avec certaines conditions. Donc, le gouvernement s'attend à ce qu'il y ait des mesures en place lors de la réouverture. D'une part, il faut que les membres du personnel, autant au palier élémentaire et secondaire, fassent un dépistage personnel actif qui doit être rapporté au conseil scolaire et à la direction d'école. Nous avons développé avec Monseigneur Jameau un outil que les membres du personnel utilisent et ça nous réfère au processus de dépistage qui est sur le site du gouvernement de l'Ontario avec la liste des symptômes. C'est le service informatique et les ressources humaines ont aidé à la création de cet outil et les enseignants de cette école font leur dépistage. Nous allons apprendre de cette expérience pour justement se préparer à la mise en place de cet outil on arrivera à ouvrir toutes les écoles, car c'est une attente du gouvernement que ce soit fait par les membres du personnel dans toutes les écoles. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément est celui du port de masque obligatoire pour les élèves de la première à la 12e année. Donc, nous avons communiqué ce changement à la communauté scolaire. Donc, nous sommes en attente pour les dates de réouverture. Pour le moment, il y a la date du fin
qui est ciblé, qui serait possiblement le retour d'élèves de Toronto, Peel, Hamilton et York à partir du 11 février. Nous sommes en attente de savoir si d'autres régions vont pouvoir ouvrir les écoles avant cette date. Donc, ce sont des discussions et nous sommes prêts à émettre les communications s'il le faut. Tout à l'heure, il y avait un point par rapport aux questions de tests de dépistage. Donc, il y a le dépistage actif, c'est-à-dire je me pose ma liste de questions. Est-ce que je me sens assez bien? Est-ce que j'ai quelque chose qui m'empêcherait d'aller à l'école? Puis, il y a ce qu'on appelle les exercices de tests de dépistage. Donc, d'aller voir et mesurer à l'intérieur de classe, d'école, le taux de maladie. Il y a eu un projet pilote provincial et nous avons siégé régulièrement à la table de ceci. Il y a 18 écoles qui ont fait partie d'un test dans la région du Grand Toronto et ce projet est mené par SickKids. Il y a eu des données faites par rapport à ceci sur le taux. C'est très volontaire, mais que les parents pouvaient aller dans ces écoles-là, dans un centre de dépistage, se faire tester, où les élèves pouvaient se faire tester. Donc, ils ont dégagé certaines pratiques. Nous sommes à discuter maintenant de la mise en place d'un système où il y aurait possiblement des formulaires d'autorisation que les parents auront signés, qui ferait en sorte que, au besoin, il pourrait y avoir des tests de dépistage administrés dans des écoles où il y aurait eu un taux élevé. Il y a aussi des questions sur le type de test. Ce sont toutes des questions, je n'ai pas de réponse. Elles sont encore activement en discussion. Nous nous préparons à l'éventualité d'avoir à exécuter un modèle de cette sorte, mais il n'y a rien de concret que je puisse vous dire à ce moment. Mais certainement, il y a une volonté gouvernementale d'assurer une vigilance accrue, qu'elle soit par l'autodépistage du membre du personnel obligatoire, l'autodépistage obligatoire également pour les élèves du palier secondaire, qui est attendu à compter du 11 février pour la 9e à la 12e. Et la responsabilité accrue du parent du palier alimentaire, lui aussi, de passer un dépistage de son enfant au niveau de ses symptômes avant de l'envoyer à l'école. Alors, c'est un résumé d'un dossier qui est extrêmement en mouvement et qui évolue selon les particularités de l'évolution de la maladie. Merci. Est-ce qu'il y avait des commentaires? Monsieur Blair, des ajouts? Peut-être un seul ajout. Là. Dans notre communication de la semaine dernière, on disait aux familles que nous étions en attente et que le gouvernement se donnait jusqu'à aujourd'hui, le 27, pour prendre une décision en lien avec les régions qui demeurent fermées et qui sont autres que Toronto, York, Peel et Hamilton. Comme Michael a indiqué, nous avions une lettre qu'on s'apprêtait à envoyer. De fait, Michael m'avait demandé le feu vert pour l'envoyer et j'avais confirmé qu'on allait de l'avant pour l'envoyer. Et 30 secondes après, le sous-ministre adjoint a répondu à mon texto disant « Je te reviens, il y a des discussions en cours présentement ». Donc, il se pourrait que d'autres régions puissent réintégrer les écoles en présentiel avant le 11. Mais nous sommes en attente toujours là, du ministère de l'Éducation par rapport à cette décision. Et dès que nous aurons les informations, c'est certain que nous allons la communiquer aux différentes communautés. Excellent, merci. Donc, je ne vois pas d'autres. Oui, conseiller Jansen. Moi, merci. Si on peut, j'avais une question au sujet du communiqué que vous avez envoyé aux parents qui disait que le port du masque est obligatoire lorsqu'il n'est pas possible de respecter la distanciation physique à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment obligatoire dans tous les cas. Dans quel cas il ne serait pas obligatoire? Parce que moi, je croyais que dans les écoles et dans les cours d'école, les élèves étaient de la distance l'un de l'autre.
Merci, M. Blais. Merci. Ça dépend vraiment de l'école en question, de la cour d'école, des espaces disponibles pour le jeu, du nombre d'élèves qui sont à l'extérieur en même temps. Donc, c'est vraiment aux directions. Nous, la consigne qu'on a donnée, c'est qu'il y a une attente maintenant au niveau du port du masque à l'extérieur. Nous avons également demandé aux parents de prévoir 2 masques parce qu'on sait que quand les élèves portent leur masque à l'extérieur, en raison de l'humidité, ils deviennent souillés et ont besoin d'un masque de rechange. Mais ça va vraiment être la direction d'école en fonction de la réalité à l'extérieur sur son terrain qui va permettre ou décider si son équipe école va exiger ou non le port du masque à l'extérieur. Merci. J'avais vu une question de conseillère Thibaudot. Oui, merci. Je regarde les nouvelles américaines souvent et puis on parle des écoles et puis que les statistiques pour la COVID sont meilleures pour les écoles qu'en société, mais qu'avec ces nouveaux variants, là, la nouvelle variante de la COVID, que peut-être qu'il y a des études qui démontrent que ça va être pire pour les jeunes en tant que symptômes et puis transmission. Est-ce que dans vos réunions là, avec les ouvertures des écoles puis les statistiques et puis possibilités d'ouverture, est-ce qu'on parle de ça? Michael pourra renchérir là, parce que ces gens sont en communication constante avec les bureaux de santé. Je peux vous dire qu'au niveau des discussions qu'on a, soit le jeudi matin avec Code et ministère de l'Éducation et encore avec le ministre de l'Éducation et les présidences, souvent les experts du domaine de la santé sont présents et nous présentent des faits. C'est certain qu'avant le temps des fêtes, les statistiques démontraient clairement que c'était plus sécuritaire pour nos élèves, qu'il y avait moins de transmission s'ils étaient présents dans nos écoles qu'en communauté. Par contre, maintenant, on voit que depuis les mesures d'urgence, les cas diminuent de jour en jour, qui est un bon signe. Le facteur qui est vraiment l'inconnu et la grande préoccupation, c'est justement les variantes dont vous faites référence. La crainte, c'est qu'une fois que les gens vont réintégrer, que la transmission de ces variantes-là se fait de façon exponentielle beaucoup plus rapidement et sur une période beaucoup moins grande et semble affecter différentes populations de différentes façons aussi. Donc, c'est certain que c'est un des facteurs que le ministère de l'Éducation, avec les experts du domaine de la santé, sont à considérer quand on parle du retour dans les écoles là, en date du 11 février. Michael, as-tu d'autres choses à ajouter? Bien, je peux simplement ajouter que au niveau des bureaux de santé publique, on commence à en parler, mais il n'y a pas eu tellement d'indications. Ça commence à s'intégrer dans les communications, par exemple, aux directions d'école. La Ville de Toronto en a fait part dans son message aux directions d'école au niveau de la surveillance dans le système. Santé publique Ontario a créé un lien sur sa page avec certaines informations. Le Bureau de santé publique de Peel est à élaborer un fichier d'informations, etc., mais c'est encore au tout début. À ce jour, je ne peux pas dire qu'on a eu des indications précises à ce niveau, mais c'est certainement inquiétant, mais on est à l'écoute, on essaie de voir quels sont les outils qui vont être développés. Moi, certainement, tout outil ou question-réponse ou feuillet qui serait disponible nous est utile, d'où qu'ils viennent, de quel bureau. C'est un désavantage peut-être de dire que nous en avons 13, mais c'est un avantage parce que ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui écrit des choses et donc nous pouvons accueillir ces documents qui nous permettent de mieux expliquer à notre communauté l'évolution de la maladie. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne vois pas. Donc,
C'est avec plaisir. Numéro 18, levée de la réunion ordinaire du Conseil à 20h16. Bonsoir à tous. Bonsoir. Tout le monde. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde. Bonsoir. Bonne semaine. Merci. Bonne semaine.